J'ai reçu de M. André Chassaigne et des membres du groupe de la gauche démocrate et républicaine une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91, alinéa 6 de notre règlement. La parole est à M. Jean-Paul Lecoq, pour un temps de parole ne pouvant excéder 15 minutes. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre. Le sketch qui s'est déroulé ces dernières semaines au sein de cet hémicycle n'a que trop duré. Des lois travaillées au pas de charge, une majorité qui ne montre aucun esprit d'ouverture, un calendrier parlementaire qui ne respecte pas l'esprit de la réflexion et de débat qui, normalement, est inhérent à cette Assemblée. Tout nous porte à croire que ces textes ne sont pas faits pour améliorer les choses, mais pour communiquer dessus le plus vite possible, ce qui n'est guère rassurant. Cette session extraordinaire aura été pour vous l'occasion de nous montrer à quel point vous êtes compétents en cosmétique. Vous avez fait le projet de loi pour le renforcement du dialogue social au pas de charge, alors que la concertation avec les syndicats n'était pas finie. Difficile de croire que leur avis pourrait être pris en compte à ce tarif-là. Puis vous avez sauté sur le texte de la confiance dans la vie politique pour communiquer sur le fait que vous alliez laver plus blanc que blanc, et que désormais le peuple entier retrouvera confiance dans la vie politique parce que vous avez proposé une série de petites mesures. Qui peut aujourd'hui sérieusement croire que les articles sur lesquels nous nous apprêtons à voter sont de nature à relancer la vie démocratique? Qui peut croire que nous allons redonner confiance au peuple dans ses représentants et lutter efficacement contre l'abstention avec un texte si peu ambitieux en la matière? C'est pourquoi je vous propose, au nom du groupe de la gauche démocrate républicaine, une motion de renvoi en commission du texte. Plus de temps pour en rediscuter. C'est plus de temps pour en débattre, pour amender, et qui sait, peut-être pour voir la majorité écouter enfin l'ensemble des élus du peuple qui composent cette Assemblée, plutôt que de n'en écouter que quelques-uns. D'un candidat à la présidentielle qui veut révolutionner la vie politique au président de la République, déjà écrasé par les affaires, entre les emplois fictifs du MoDem qui ont coûté le poste à 3 ministres, puis Richard Ferrand, suspecté d'enrichissement sur son patrimoine familial, puis Muriel Pénicaud, soupçonnée d'avoir profité d'un plan social qu'elle a organisé chez Danone pour revendre à un grand profit ses stock options qu'elle détenait, ou encore cette affaire concernant la soirée de promotion de la France à Las Vegas autour du ministre Emmanuel Macron, dont les coûts exorbitants ont été attribués à une entreprise sans appel d'offres. Pour un quinquennat vieux de 3 mois, ce nombre d'affaires confine au record. Le choc de confiance voulu par le président de la République n'aura pas lieu. Nous comprenons donc votre volonté de faire diversion en parlant des parlementaires, tout en évitant soigneusement de toucher à tout ce qui pose le plus de problèmes, la volonté d'enrichissement qui se moque de la morale. Là est bien le problème. Vous faites de la communication, car lorsqu'il faut aller au fond des choses et se poser la question de la régulation du secteur privé et des conflits d'intérêts dans la haute fonction publique, il y a urgence à ne rien faire. Pire, par cette loi qui flirte parfois avec le populisme, vous aggravez la confiance dans la vie politique, puisque vous nous situez la crise politique que dans le Parlement, comme si les députés et les sénateurs étaient l'alpha et l'oméga de la crise de confiance entre les citoyens et leurs décideurs. S'il faut faire du ménage dans les droits des parlementaires, s'il faut être plus strict dans leurs dépenses, et nous partageons cette idée, il ne faut pas pour autant tout leur mettre sur le dos. Prenons par exemple la suppression de la réserve parlementaire. Vous avez, avec zèle, répété que cette pratique discrétionnaire distribuée au bon vouloir des députés était dommageable pour l'image des représentants de la République. Or, la majorité a souhaité faire abstraction de là où vont les sommes, c'est-à-dire directement dans les associations, les clubs sportifs, les communes rurales, avec un effet extrêmement bénéfique puisqu'il est concret et qu'il peut rapidement débloquer des situations. Voici un exemple de ce que la suppression de la réserve parlementaire va rendre impossible. C'était il y a 2 jours. L'association Havraises pour l'Afrique, qui œuvre dans le domaine de la coopération internationale et humanitaire, a mis en place une opération de collecte de mobilier scolaire et hospitalier au Havre, en direction du Sénégal. Beaucoup de monde s'est mobilisé autour de ce projet. L'association des modélistes havrais a prêté ses locaux pour le stockage du matériel. La ville du Havre, bien connue ici, et le centre hospitalier du Havre ont donné du matériel et le gouvernement du Sénégal a exonéré les droits de port du matériel acheminé.
Et le transitaire a accepté de prendre en charge une partie du coût du transport. Il ne reste à trouver que 2 500 €. Eh bien, cette association est venue voir le député en disant « Nous avons besoin de 2 500 €. Et grâce à ces 2 500 €, ce sont plusieurs milliers en valeur matérielle qui vont aller au peuple d'Afrique. Eh bien, plus personne pour financer, ni le département, ni la région, ni la commune du Havre qui a donné, plus personne. Mais vous vous êtes empressé de supprimer cette réserve sans laisser la possibilité de réfléchir, et pourtant elle vous était proposée sur bien des bancs à une méthode alternative pour distribuer aux associations et aux communes ces près de 140 millions d'euros annuels et donc apporter une réponse à l'association Havraise pour l'Afrique, par exemple. Finalement, la suppression de la réserve parlementaire n'est qu'une mesure d'austérité drapée aux oripeaux de la vertu. Vous avez berné nos concitoyens en leur faisant croire que la fin de la réserve signifierait la fin du clientélisme. Mais la fin de la réserve, c'est surtout la fin de plusieurs milliers de coups de pouce à des associations et à des communes au profit du remboursement de la dette. Pour résoudre la crise majeure qu'il y a entre les décideurs et le peuple français, il faut étendre la rigueur des règles que nous appliquerons demain à l'intégralité des personnalités dont les décisions impactent les citoyens. Qu'ils soient hauts fonctionnaires, ministres, parlementaires ou PDG d'une grande entreprise française. Comme l'a cité notre collègue Stéphane Peu la semaine dernière, le sondage de Transparency International France sur la perception de la corruption est sans appel de ce point de vue. 54% des Français estiment que les personnes qui exercent du pouvoir, des responsabilités importantes, sont corrompues par une grande partie d'entre elles. Ce sondage, je vous invite à le consulter, car il montre à quel point la défiance est importante envers toutes les personnes qui ont du pouvoir. Et cette loi ne permettra pas de renverser la vapeur. Pour renverser la vapeur, il faut savoir répondre à la question « Pourquoi cette défiance ?» La réponse risque de ne pas être agréable. Et si cela provenait du mode de gouvernance libéral adopté depuis plusieurs décennies, du laisser-faire. Depuis quelque temps, l'image des élus nationaux est celle d'une caste de privilégiés qui ne font rien, puisqu'ils s'en remettent toujours au sacro-saint marché. Mais voilà qu'il y a 10 ans, non seulement il a fallu que l'État renfloue les banques, mais en plus, sans aucune condition. Et depuis, la crise n'est plus dans le secteur financier, mais elle est dans le secteur public. L'austérité, voilà le mal qu'il faut combattre pour regagner la confiance de nos concitoyens. Voilà 10 ans, voire 35 ans, qu'on nous dit de nous serrer la ceinture alors que pendant ce temps-là, les élites s'enrichissent et les actionnaires captent toutes les richesses. Les femmes et les hommes politiques sont aujourd'hui vus comme les complices de ce système inégalitaire, surtout les majorités qui nous gouvernent. Avouez qu'il y a du vrai. Déjà en 2005, lorsque le peuple français avait voté contre le traité constitutionnel européen, c'est pour vous ça, Sarkozy l'avait fait passer quelques années plus tard par le Parlement, et je pense sincèrement que ça a été un coin planté par le président d'alors dans la confiance des Français. Puis il y a eu la trahison Hollande, celui qui a dit que la finance était notre pire ennemi et qui, sous la pression de divers conseillers de l'Élysée, dont le jeune Macron, a fini par prêter allégeance au marché et accéder à toutes ses requêtes. Lorsque la finance prend la politique en otage, les citoyens se demandent légitimement à quoi servent les représentants. N'ont-ils pas raison? Ce texte nous donne alors l'occasion de nous poser les véritables questions qui fâchent. Comment allons-nous redevenir légitimes alors qu'on nous promet la réduction des APL de 5 € et la fin de l'autonomie financière des villes avec la suppression de la taxe d'habitation? Comment allons-nous redevenir légitimes alors que la présidence est aux ordres du MEDEF? Comment allons-nous redevenir légitimes si, au moment d'interdire les emplois familiaux, le président de la République tente de donner un statut à son épouse? Comment allons-nous redevenir légitimes quand le seul objectif de la majorité semble de courber l'échine face aux injonctions de Bruxelles des 3% de déficit annuel? Comment imaginer redevenir légitime lorsque personne au pouvoir n'a jamais imaginé renégocier les dettes du pays? Je pense pour ma part que la légitimité des dirigeants politiques reviendra lorsque ceux-ci auront compris que gouverner, c'est servir. Nous sommes là pour servir le peuple français et rien d'autre. Votre texte
en se focalisant sur les parlementaires, manque donc sa cible. Pourtant, elle était inévitable, car il y a urgence à légiférer pour éviter la concentration capitalistique des entreprises d'information, pour lutter contre les inégalités de revenus, pour lutter contre les actionnaires voraces qui se gavent d'argent public avec le CICE, comme c'est le cas par exemple pour l'entreprise franco-suisse Lafarge-Holcim, ou encore pour éviter que les hauts fonctionnaires passent du public au privé et inversement, quand ça les arrange. Les conflits d'intérêts dans la haute fonction publique sont d'autant plus préoccupants que l'opacité de ce milieu est importante. Il faut là encore prendre le problème à bras-le-corps et proposer de véritables règles pour faire de l'administration un espace aussi transparent que nous voulons faire de l'Assemblée nationale. Comme certains l'ont dit lors de ce trop court débat à propos de ces 2 lois sur la confiance, c'est bien l'argent qu'il faut combattre, son pouvoir. Il faut punir plus sévèrement ceux qui s'enrichissent sur le dos des citoyens, qu'ils soient élus ou non. Je pense qu'en partant de cette réflexion-là, nous serions allés beaucoup plus loin, même si, évidemment, les mesurettes proposées, Madame la garde des Sceaux, dans cette loi, sont à saluer parce qu'elles ne feront pas de mal. Alors, Madame la ministre, mes chers collègues, il faut que ce texte reparte en commission pour qu'il soit rediscuté, pour que nous puissions repartir sur des bases saines et pour l'inscrire dans un calendrier parlementaire moins précipité. Cela permettra certainement de faire émerger de véritables propositions de nature à créer une confiance entre les citoyens français et les élus. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lecoq. Madame la ministre, Madame la rapporteure, vous ne souhaitez pas répondre.